Nangadef, bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce numéro exceptionnel placé sous les couleurs du Sénégal. Nous sommes partis pendant 5 jours à Dakar pour essayer de comprendre la réussite du football sénégalais qui rafle absolument tout sur son passage depuis 1 an. Vous comprendrez au cours de cette émission pourquoi. Interview exclusive, doc en immersion auprès des acteurs du football sénégalais. Et bien voici tout de suite le sommaire complet de ce numéro de NCI Sport. Ce soir, NCI Sport vous offre numéro spécial Sénégal. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, s'ouvre dans un entretien exclusif. Génération Foot, l'académie qui forme les champions sénégalais, comme Sadio Mané nous a ouvert ses portes. Doc inédit à voir dans un instant. Rencontre avec El Hadji Diouf, la légende du football sénégalais. 50 000 places, 155 milliards de francs CFA, 12 mois de construction, visite guidée du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sans oublier les performances des pros sénégalais ce week-end dans Thermopro. Bon alors je m'étais promise de faire cette émission tout en Wolof, mais il aurait fallu que je désactive mon côté guéré. Bon, AOCO, d'accord. Donc on va essayer de la faire en français quand même, cette fois-ci, en compagnie de nos consultants. Roland Danon, bonsoir, comment allez-vous? Bon, si je vous dis Nangadef. Magnifique. Ah ben voilà, c'est facile, c'est facile. Et de l'autre côté de la table, Babou Eric, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bon. Et ben voilà, grosse émission ce soir, on va parler du Sénégal. Ouais, le Sénégal qui rafle absolument tout. La CAN, la CAN U20, le CHAN, beach soccer. Bon, en tout cas, carton plein pour le football sénégalais. Eh bien, on va essayer de comprendre tout cela ce soir à travers cette émission. Alors, je vous le disais, durant notre séjour, eh bien, nous avons eu la chance de rencontrer un grand nombre d'acteurs importants du football sénégalais. Et parmi eux, la légende des Lions de la Teranga, El Hadji Diouf, qui nous a fait part de son regard sur le travail accompli. Eh bien, je vous propose de l'écouter. El Hadji Diouf pour garder le Sénégal dans la course. Et le Sénégal s'incline donc à l'issue de cette séance des tirs au but. 3 tirs au but à 2. « 2002. Après une finale de CAN perdue contre le Cameroun, le Sénégal brille à la Coupe du Monde 4 mois plus tard. Les Lions de la Teranga s'offrent d'entrée la France. Les hommes de Bruno Metsu poursuivent leur belle aventure jusqu'en quart de finale. Dans cette génération dorée, une pépite, El Hadji Diouf. Après une riche carrière au cours de laquelle il a visité la France, l'Angleterre, l'Écosse et l'Indonésie, Diouf raccroche les crampons en 2015. Que devient-il? Que fait-il après le foot? NCI Sport a rencontré celui que certains appellent Dioufy à Dakar. Je suis l'ambassadeur de l'équipe, de toutes les équipes du Sénégal. J'ai été nommé par le président Senghor, Augustin. Je suis son conseiller particulier aussi du président de la Fédération sénégalaise de football et la plupart des membres de notre comité exécutif. Et à part ça aussi, je suis dans le gouvernement sénégalais où je suis conseiller spécial du président de la République. En même temps, ambassadeur itinérant auprès de son Excellence, le président de la République, le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. Dans la génération 2002, ils sont nombreux les ex-internationaux sénégalais qui ont choisi de s'installer aux abords des pelouses, sur le banc de touche, pour démarrer une autre carrière, celle d'entraîneur. Qu'en est-il pour l'ancien leader technique des Lions de la Teranga? Tout le monde ne peut pas être entraîneur. Après, il faut être logique. Nous tous, on a joué au football, mais comme je l'ai toujours dit, dans la vie, on peut tous jouer au football, faire une belle carrière et faire partie d'une génération dorée. Mais on ne peut pas tous être entraîneurs, tous être président de club. Avec ses 70 sélections et ses 24 buts marqués sous le maillot aux couleurs du drapeau tricolore étoilé, Diouf connaît bien le football africain. En témoignent ses 3 Coupes d'Afrique des Nations jouées en 2002, 2006 et 2008. Le football africain a vachement évolué. Quand on regarde aujourd'hui la Champions League africaine,
c'est du haut niveau. Quand on regarde des équipes comme Al-Ahli, des équipes comme les équipes marocaines, c'est du haut niveau, c'est une belle organisation. Et quand on regarde la Coupe d'Afrique, le niveau est là. Je dirais que le football africain, l'organisation est extraordinaire. Tout ceci dit que aussi, si M. Issa Hayatou n'avait pas fait du bon boulot, aujourd'hui, on ne serait pas là. Et il y a M. Issa Hayatou, il y a Ahmad qui sont passés, des présidents comme aujourd'hui le président Moutsepe qui est là, qui fait un boulot extraordinaire avec son premier vice-président, le président Augustin Senghor. Et je crois que la CAF, franchement, c'est du haut niveau. L'organisation, je connais parce que j'ai pas mal d'amis qui sont dedans. Et quand on regarde la Coupe d'Afrique, les Coupes d'Afrique, que ce soit même des jeunes, comment ils sont organisés, je dirais que bravo à eux. Bravo à la CAF, bravo à la FIFA. Et c'est ça, gagner, c'est une organisation et ils sont en train de le faire. La carrière d'Eladji n'a pas été marquée que par des buts et des beaux gestes techniques. Elle a également été jalonnée par des actes extrasportifs qui ont fait les choux gras des tabloïds anglais. Alors quand on évoque avec lui l'affaire Sadio Mané, c'est avec expérience qu'il en parle. Vous savez, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans des vestiaires. Je me suis déjà pris la tête avec des coéquipiers, avec des adversaires. Et c'est des choses qui arrivent. Sadio, ce n'est pas quelqu'un de violent. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Et ce n'est pas quelqu'un pour que Sadio puisse agir. Parce que je ne sais pas ce qui se passe encore. Je ne sais pas, parce que je peux l'appeler. On s'appelle tous les jours, ces deux derniers jours-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de par-ci, par-là. Je préférais le laisser se concentrer, se reposer. Et moi, je l'appellerai tranquillement pour avoir aujourd'hui les vraies informations. Parce que, comme je l'ai dit, j'aime pas parler pour parler. J'aimerais bien avoir les meilleures informations et en parler plus tard. En attendant les vraies informations venant de Sadio lui-même, une version circule. Elle fait état de ce que le 11 avril dernier, Sadio Mané avait perdu ses nerfs lors de la déroute face à Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. L'attaquant sénégalais s'était emporté face à son coéquipier, le roi Sané, et lui avait adressé un violent coup au visage, entraînant un saignement de la lèvre de ce dernier. Il y a une seule chose que je vous parlais de mon petit frère Sadio. Il n'est pas agressif, il n'est pas méchant, il n'est pas violent. Et des choses comme ça, c'est des choses qui arrivent. Ça arrive. Ce qui est déplorable pour moi aujourd'hui, c'est deux Sénégalais. On parle de deux Sénégalais. On parle de le roi Sané parce que Sané et Mané, il n'y a que le S que tu changes là, il n'y a que le M que tu changes que maintenant, c'est les mêmes choses. Ils sont du même pays, ils sont de la même région. Et le papa de le roi Sané aussi a beaucoup fait pour ce pays, il ne faut pas l'oublier. Retraité sportif, Eladji Diouf est tout de même proche de la sélection. Très impliqué auprès de la fédération et du staff technique des Lions, il fait lui aussi partie des artisans de l'hégémonie du football de la Teranga. Bon, très sympa en tout cas, Eladji Diouf. Alors c'est vrai, messieurs, que voilà, on sait que pendant sa carrière, il était ce qu'on pouvait appeler un joueur un petit peu bad boy, avec un petit côté un petit peu rebelle. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui toute cette confiance qui a été placée en lui par les autorités du pays, du Sénégal? Oui, parce qu'il a dit lui-même, un ancien joueur n'est pas forcément un entraîneur, n'est pas forcément un dirigeant. Chacun a ses capacités, a ses compétences. Ils ont su déceler les capacités d'Eladji Diouf. C'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui est assez intelligent. Il apporte son expertise auprès de ses jeunes frères. Et son aura fait qu'on l'écoute. Et donc, il conduit tout le monde. En tant que joueur, il a fait. Maintenant, dans les instances, il est là, il est présent. Et les enfants l'écoutent parce qu'il a l'aura. Et donc, c'est très important. Et ça, on doit prendre exemple sur le coup. On doit pouvoir imiter ce genre de choses-là. Les joueurs qui ont cette capacité d'être écoutés, de traîner du monde, il faut les écouter et tenir compte de leur avis. D'accord. Roland, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce n'est pas fortuit quand on regarde toute l'attention qu'il a de son pays. Le président Macky Sall qui lui donne un poste d'ambassadeur, conseiller spécial auprès de lui. Il faut comprendre que le joueur s'est transcendé.
c'est sûr que, comme Eric l'a dit, c'est sûr qu'il a une autre qualité qu'on ne connaissait pas forcément, cette qualité de pouvoir parler aux gens et se faire entendre, se faire comprendre pour donner cette fougue, là, cette envie à ses jeunes frères. Vous voyez, il prend une décision par rapport à l'affaire Sané et Mané. Il dit, je laisse le temps de faire, je lui laisse le temps de se calmer. Après, je l'appelle tranquillement pour avoir les bonnes versions. Ça, c'est quelqu'un qui a acquis de la sagesse. Absolument. Voilà, donc Absolument. il sait mener les hommes, il sait carrément comment utiliser les différents éléments qu'il a à sa possession. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe au Sénégal, on voit que cette génération 2002 est vraiment présente dans les instances dirigeantes du football sénégalais. Vous pensez que c'est un modèle qu'on devrait copier ici, en Côte d'Ivoire? Je dirais qu'on n'a même pas le choix. Parce que quand vous prenez toutes les grandes nations de football qui ont réussi, ont suivi ce modèle. Vous prenez la France, vous avez Deschamps, vous regardez Zidane, on peut en citer, ils sont tous partout. C'est-à-dire que c'est une expertise qui est utilisée par le pays. Et c'est exactement ce que le Sénégal a fait. C'est des joueurs qui ont de la compétence, qui ont de l'expertise. Et puis moi, quand je regarde le Sénégal, j'ai l'impression que c'est vraiment les compétences qui sont mises en valeur. Ce n'est pas les copinages, ce n'est pas les amitiés. C'est-à-dire quand tu sais faire quelque chose, on te met en valeur. Vous voyez, Elhadji Diouf, quand le président le met à côté de lui en tant que conseiller, il apporte forcément quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il est simplement Elhadji Diouf. Vous voyez. Et donc, dans toutes les instances, et là même, je parlais même des instances internationales, quand vous regardez au niveau de la CAF, vous voyez les Sénégalais qui émergent un peu partout aujourd'hui. Ouais. Il y a une certaine solidarité qui se met en place. Et tout ça, forcément, ça paye. Parce qu'ils traînent tout le monde vers le haut. Et ça, c'est important. Comme on dirait chez nous, l'union sacrée. C'est exactement ce que les Sénégalais font. Oui. Et clairement, je l'ai noté. Il y a forcément ce caractère-là qui caractérise ce peuple-là, si je veux le faire de la répétition. Absolument. Oui, ils ont la patience. La patience, quand on regarde tout le parcours, il y a la patience, il y a la résilience, mais il y a surtout la foi. Quand on regarde toute l'organisation. Je suis d'accord avec Eric. Il n'y a pas de clientélisme, il n'y a pas de copinage. On met les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et ça donne le travail. Il y a une chose que je veux faire remarquer, peut-être qu'on reviendra dessus, c'est qu'ils ont compris qu'il fallait se baser aussi sur l'expertise locale. C'est vrai qu'ils ont appris à l'extérieur, mais ils ont beaucoup plus misé sur leur expertise locale, parce que c'est le langage entre nous qui passe plus facilement qu'un langage extérieur. Et c'est ce qui leur donne cette force-là. Bon, on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard dans l'émission. Alors, justement, on va essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne. Et l'une des clés, c'est peut-être ça, puisque considéré comme l'une des principales raisons de la domination du football sénégalais ces dernières années, eh bien, l'Académie Génération Foot se présente comme un modèle de réussite dans le domaine de la formation des footballeurs. Comment en 20 ans, ce centre de formation a réussi à devenir une référence en la matière? Eh bien, NCI Sport vous révèle les secrets de ce succès dans ce doc spécial Sénégal. Regardez. Déni Biram Dao, petit village situé à 48 km au nord de Dakar, abrite une académie de football qui, depuis sa création en 2000, est un incubateur à talent du football africain. Dakar, capitale sénégalaise, nous accueille aujourd'hui dans NCI Sport pour aller à la découverte d'un des plus grands centres de formation de football, l'Académie Génération Foot, qui a vu passer de grands noms tels que Sadio Mané ou encore Ismaïla Sarr. Eh bien, je vous propose d'aller à la rencontre de ces faiseurs de champions. Suivez-moi. C'est dans ce complexe qui s'étend sur 18 hectares que Génération Foot a été créé en mettant à la disposition de ses 140 pensionnaires âgés de 13 à 18 ans des équipements dignes des plus grands clubs européens. Bonjour Monsieur Diaby. Bonjour Tia, Comment allez-vous? ça va très bien. Bon, merci en tout cas de nous accueillir ici. On est très content de recevoir aujourd'hui NCI. Visite guidée avec le directeur de la formation, Monsieur Baswari Diaby. Derrière cette académie, un homme, une vision et beaucoup d'ambition pour le football sénégalais. Madi Touré, ancien footballeur professionnel, passé par le championnat français, s'est fixé pour objectif principal d'utiliser le football comme un vecteur à la fois de réussite professionnelle, mais également de réintégration sociale pour des jeunes enfants et adolescents.
Ils sont recrutés par rapport à leur talent. On fait des sessions de détection à travers l'ensemble du pays pour prendre les meilleurs jeunes à différents âges. Mais l'idéal serait qu'ils entrent déjà quand ils ont 10 ans, entre 10 et 11 ans. Pour financer ce projet colossal, le président Madi Touré a signé en 2003 un partenariat gagnant-gagnant avec le club français du FC Metz qui offre des financements à l'académie pour une formation dans les meilleures conditions et qui en retour récupère chaque année entre 2 et 4 des meilleurs joueurs dont beaucoup sont ensuite bien vendus. À l'instant, de préparer les joueurs à aller au haut niveau, tant sur le plan sportif, par rapport au football, et veiller aussi à ce que ça se passe bien avec la scolarité. Parmi les joueurs passés par Génération Foot, un nom se dégage de la bouche des encadreurs et des pensionnaires, Sadio Mané. L'actuel attaquant du Bayern Munich a foulé les pelouses de Denis Biramdao de 2009 à 2011 et a contribué à la montée de l'équipe en 2e division sénégalaise avant de rejoindre le FC Metz et de débuter la carrière exceptionnelle qui l'a mené jusqu'au trône du Ballon d'Or africain en 2019 et 2022 et sur la 2e marche du Ballon d'Or France Football 2022. Il est le modèle et la source de motivation de tous les jeunes de Génération Foot. J'ai toujours rêvé d'être ici parce que j'ai vu de grands joueurs passer par ici, comme Sadio Mané. Quand je l'ai vu, j'étais émerveillé parce que c'est un des plus grands joueurs au monde. Et je me suis tout de suite dit que mon rêve était possible parce que c'est un gars qui est passé par ici comme moi. Génération Foot, c'est aussi une équipe professionnelle qui joue chaque saison les premiers rôles du championnat sénégalais. Mais sur la scène continentale, le club a du mal à s'imposer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération. Chaque année, on a pratiquement des départs. Là, cette année, on a perdu 4 joueurs qui sont des leaders. Chaque année, quand tu perds 4 joueurs, par moment, tu auras des problèmes de reconstruction. Avant que tu construis, que la mayonnaise prenne, il y aura un peu de retard. Après l'académie de Diambar, Génération Foot offre un cadre et des conditions idéales à la découverte et au développement des jeunes talents du football. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Lors de la dernière CAN au Cameroun, 18 des 27 joueurs sélectionnés sont passés par l'académie. Un chiffre qui s'explique de façon simple, à en croire le directeur technique et le directeur de la formation. On a hérité de notre président une philosophie, c'est quelqu'un qui croit au football, qui a pu mettre en place un cadre. Après le cadre, il faut des ressources humaines. Des ressources humaines dans le système d'encadrement. Ensuite, au niveau des joueurs, il faut aussi chercher la crème. Je vous ai parlé de la détection qui se passe d'une manière rigoureuse à travers l'ensemble du pays. Tout ça réuni, les résultats sont là. La force de Génération Foot, c'est pas difficile, c'est l'organisation. Tout notre travail, on le repose sur une bonne organisation. Parce qu'on a vraiment senti que c'est là où la différence se fait. Cette année, Génération Foot a déjà envoyé 3 joueurs en direction du FC Metz, Papa Diallo, Malik Mbaye et Lamine Camara, qui ont tous les 3 remporté le CHAN en Algérie. Et l'objectif des saisons à venir se résume en un mot. Gagner pour chaque fois aller en Afrique, de gagner des titres pour aller en Afrique. Et pourquoi pas découvrir une autre pépite telle que Sadio Mané. Et voilà, ça donc c'est l'Académie Génération Foot qui nous a gentiment ouvert ses portes et on remercie d'ailleurs les dirigeants de l'avoir fait. Alors messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette académie-là, de ce que vous avez vu? Déjà, c'est une grosse organisation. Et quand on écoute avec tout ce que les intervenants ont dit, quand on écoute, c'est d'abord la philosophie mise en place par le président, le fondateur, j'ai envie de dire, de Génération Foot, qui a pensé d'abord au cadre, 18 hectares sur lesquels il y a une installation qui n'a rien à envier je dirais, aux grands clubs européens déjà. Absolument. Ça donne envie de travailler.
Ça donne envie de travailler tout jeune qui rentre dans cette académie-là. Et quand on regarde le critère de sélection, comme l'a dit le directeur technique, c'est tout le pays qu'il parcourt pour détecter les talents. C'est une détection rigoureuse. Donc c'est vraiment important, cette organisation. Oui. Ouais, il y a Eric? trois choses qu'il faut retenir. Compétence, absolument, parce que tout le monde n'est pas formateur. Et très souvent, dès qu'on arrête une carrière ou bien, je veux dire, un kidam se élève, demain il crée un centre de formation, il veut former des joueurs. Vous les formez comment? Avec quelle méthodologie? Ça veut dire qu'il faut de la compétence pour former un joueur, sinon vous le bousillez. Ça c'est clair. Après, il y a l'expertise. Est-ce que ces formateurs-là, ils ont l'expertise? Est-ce qu'eux-mêmes, ils sont formés pour transmettre à ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à ces enfants? Ça aussi, c'est important. Et puis derrière, on a parlé de méthodologie. Il y a toute une méthodologie à mettre en place. C'est quelque chose qui est pensé, qui est prévu, qui est organisé et qui aboutit à quelque chose. Vous aurez sans doute remarqué que les clubs sénégalais ne sont pas les meilleurs clubs africains. C'est pour dire que ce n'est pas forcément le championnat qui fait qu'ils ont ces performances-là. Ça se passe dans les centres de formation. Vous prenez à la CHAN, moi j'ai eu l'occasion de les rencontrer au CHAN. J'ai été bluffé par la maturité tactique de ces enfants-là. Je les ai vus jouer dès le premier match, j'ai discuté avec les collègues là, congolais, et j'ai dit que cette équipe va aller très loin. Il y a une maturité technique, tactique, qui s'est dégagée de ces enfants-là. Une sérénité, même le coach, l'entraîneur, on sentait qu'il avait l'expertise, il communiquait sa sérénité aux enfants. Il y a quelque chose de fort qui a été fait dans la formation. Et ce qui est intéressant dans cette académie Génération Foot, c'est qu'ils préparent aussi bien les enfants à jouer au football qu'à suivre des études, puisque le directeur de la formation nous l'a dit, nous l'a répété, à savoir que seulement 2% des 140 pensionnaires de Génération Foot seront amenés à faire une carrière professionnelle. Donc, on les prépare également à trouver un métier, et à se débrouiller, etc., etc. Donc, je crois que c'est quand même quelque chose à saluer. Alors, il y a une grosse implication aussi de la part du FC Metz dans la gestion et la formation de Génération Foot. Quel commentaire est-ce que vous en faites, vous? Je dirais que c'est quelque chose d'important. Il faut collaborer, il faut avoir cette expertise-là. C'est pour ça que souvent je discute avec les amis, j'ai dit c'est bien d'être nationaliste, de vouloir toujours avoir ces combats, mais il faut apprendre des autres, des meilleurs surtout. Voilà. On sait qu'en termes de formation, on n'a rien à envier. On doit apprendre des Français. Parce que chaque année, la formation française produit des joueurs de grande qualité. Ils font partout, dans tous les pays. Ça veut dire qu'ils ont l'expertise. Et donc, vous voyez, ils se sont associés à un club français qui apporte cette expertise, ils piquent, et puis demain, ils deviennent forts. Aujourd'hui, ils sortent des joueurs de grande qualité, et aujourd'hui, ils raflent tout en Afrique. Donc, c'est pour dire qu'il faut savoir tricher des meilleurs, et puis bonifier, et puis évoluer. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Oui, bien sûr. Il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas que dans le foot que les Français apportent une expertise, et même dans l'éducation en général, les Français sont souvent parmi les meilleurs formateurs. Mais il y a un élément qui est très important, c'est l'élément financier qu'apporte Metz à Génération Foot, parce que ça leur permet de grandir assez facilement et de pouvoir se construire dans l'environnement sénégalais. Ils ne pouvaient pas avoir ce genre d'installation s'il n'y avait pas ce partenariat-là avec Metz, parce que c'est clair qu'un joueur qui part de cette génération, qui passe par Metz et qui est vendu dans un autre grand club, ça rapporte un peu plus d'argent à Génération Foot. Donc, tout cet environnement est pensé par le président, permet à Génération Foot de grandir et de se structurer. Voilà. Oui, excusez-moi, oui. Quand je disais tout à l'heure que il ne suffit pas d'avoir une pléthore de centres de formation. Il faut avoir des centres de formation de qualité qui sont préparés à aller très loin. L'exemple de l'Académie Mimo Sifcom est là. Vous voyez, les joueurs qui nous ont sortis, c'est pour dire qu'il faut mettre l'accent sur la qualité, sur l'expertise. Voilà. Si on reste dans cet environnement de, je sais pas moi, où on a de pléthore de centres de formation, on fait plaisir à tout le monde. Non, non, non. Il faut mettre l'accent sur la compétence et l'expertise. Et c'est là qu'on va arriver à un tel niveau. D'accord, très bien. Bon, allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans quelques instants avec notamment un entretien exclusif avec le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor. Et puis, un inside, oui, on sera en immersion. On va vous faire visiter le stade Maître Abdoulaye Wade, un joyau, vraiment. Donc, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous pour ce numéro spécial Sénégal avec nos deux consultants, Babou Eric et Roland Danon Nakaferi.
Nayalef? Non, toujours pas. Non. Pourtant, je vous ai appris 2-3 trucs avant le début de l'émission. Bon, c'est pas grave. On va retenter le coup tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Allez, merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous suivre. Et on va poursuivre notre numéro spécial Sénégal avec un entretien exclusif. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, arrivé en poste depuis 2009, nous a ouvert ses portes et a accepté de répondre à toutes nos questions. Eh bien, c'est l'entretien de ce soir. Bonjour Président. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci. On va aller s'asseoir. Alors, le Sénégal est vainqueur de la CAN de beach soccer, vainqueur de la dernière CAN, vainqueur du CHAN, vainqueur de la CAN U20. On peut dire c'est une performance inédite. Finalement, c'est quoi la réussite du Sénégal? Écoutez, je pense que les clés de la réussite, c'est simplement le travail dans l'abnégation et dans la durée. Et c'est surtout ce qui est le plus important, cette capacité à avoir eu la patience de bâtir des fondamentaux solides. Et aujourd'hui, comme une lame de fond qui remonte à la surface, le football sénégalais a aligné des performances en une année qu'elle n'a pas su réaliser en 60 ans. Dans le staff des Lions de la Teranga, on retrouve des anciens de cette génération 2002. Finalement, comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre de se rallier justement à votre projet? Quel a été votre message? Quels ont été vos mots? Écoutez, dans tous nos pays, je pense qu'il faut donner à nos légendes, nos anciens joueurs, nos anciennes stars, le tribut qu'on leur doit. Donc, pas seulement en termes de reconnaissance, mais simplement en termes de valorisation. Ils ont en plus des connaissances qu'ils peuvent acquérir, que ce soit des connaissances académiques ou les formations techniques, un plus qui est un vécu incommensurable. Et quand ils le mettent au service du football de leur pays, ça ne peut que permettre l'émergence de ce football-là. Nous sommes basés certes sur un socle essentiellement de joueurs de la génération 2002, donc avec Pape Thiaw pour l'équipe locale, Aliou Cissé. Il y a d'autres aussi qui sont dans les équipes comme Tony Silva qui est entraîneur de gardien. Mais il y a aussi d'autres anciens internationaux comme Malik Daf, celui qui a gagné, donc l'entraîneur qui a gagné le trophée de la CAN U20, donc qui ont pu intégrer les équipes nationales. Mais le plus important aussi, on a été patient, on leur a donné le temps d'installer leur système, de connaître aussi le haut niveau, parce qu'en réalité, c'est en se confrontant au haut niveau qu'ils acquièrent les armes pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs dans le monde. Vous avez évoqué Aliou Cissé, qui dirige la sélection nationale depuis 2015. Après chaque campagne, pourtant, on l'annonce partant. Finalement, quelles sont les raisons qui vous motivent à le maintenir à son poste? Nous avions compris que l'un des facteurs, en tout cas les plus déterminants dans la performance, c'était le facteur temps. Autant nous, fédération, on a eu besoin de temps pour construire un football performant. Autant un entraîneur qui est arrivé très jeune à cette responsabilité de sélectionneur a besoin de temps pour matérialiser notre vision, qui était de faire de Luis l'entraîneur qui devait nous amener ce trophée-là. Et nous avons essayé, autant que faire se peut, de lui donner ce temps-là. Mais à côté de cela, les gens ne font pas attention. Nous avons gradué les objectifs qu'on lui fixait. Quand il est arrivé, on ne lui a pas dit immédiatement il faut nous amener la Coupe du Monde. À chaque fois qu'on lui a fixé un objectif par rapport à une compétition, il a atteint cet objectif. Pourquoi devions-nous le remplacer? Parce que peut-être d'or, les gens souhaitaient cela, à tort ou à raison. Alors, Président, le Sénégal a remporté le CHAN. Quelle est la situation de son championnat aujourd'hui? Au Sénégal, nous avons l'un des championnats les plus réguliers. Nous sommes organisés en 5 divisions, 2 divisions professionnelles, une L1 et une L2, 2 divisions de national amateur, le national amateur 1 et le national amateur 2, et une division régionale. En même temps, le football féminin a 2 divisions, une première et une deuxième division. On va lancer bientôt le championnat de football féminin U20. U20, c'est ça. Même le beach soccer a son championnat. Donc tout le monde joue dans ce pays-là. Au Sénégal, nous sommes un football émetteur. Chaque fois qu'une équipe brille en championnat local, professionnel, l'année suivante, tous ces joueurs partent. Donc, et quand cette équipe-là doit nous représenter en Coupe d'Afrique, elle part avec des néophytes, des joueurs qui n'ont pas d'expérience et on ne tenait pas la route.
Et ensuite aussi, il fallait ajuster notre calendrier. Au moment où nous terminons notre saison, les compétitions africaines démarraient, donc de sorte que nos joueurs en tout cas nos équipes n'étaient pas bien préparées pour exister. Et heureusement, ce CHAN que nous venons de remporter permet de corriger cette sorte d'ambiguïté. La prochaine CAN se jouera en Côte d'Ivoire, vous le savez. Quel est l'objectif pour le Sénégal? Pour le Sénégal, jouer en Côte d'Ivoire une CAN, c'est important. C'est un pays frère, c'est un pays qui est très proche de nous. On se sentira chez nous. On a une forte communauté là-bas. Mais n'empêche, même si ce n'était pas en Côte d'Ivoire, notre objectif serait le même, c'est conserver le trophée. Quand on a attendu 60 ans pour gagner, là, gagner une fois ne nous suffit pas. Je pense que tous les Sénégalais sont demandeurs d'un remake de la CAN 2021 au Cameroun. Nous serons attendus par toutes les équipes. Nous serons surtout attendus par une équipe de Côte d'Ivoire qui aura à cœur de remporter son 3e trophée, qui organise chez elle, donc, et qui a quand même une génération exceptionnelle. Mais aujourd'hui, on a 7 à 8 équipes qui aujourd'hui peuvent prétendre valablement à remporter le titre. Je pense qu'on va vers la Coupe d'Afrique la plus ouverte de l'histoire. Merci beaucoup, Président. Voilà, donc c'était le président Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, à qui nous présentons nos condoléances, puisque quelques jours après notre passage, eh bien, nous avons appris qu'il avait perdu sa maman. Donc, président Yako, comme on dit chez nous, Yako à vous et à toute la famille. Alors, messieurs, revenons à cet entretien. Qu'est-ce que vous pensez? Comment est-ce que vous appréciez la gestion, justement, du président Augustin Senghor? J'ai envie de dire, c'est un exemple à suivre, par la carrière même du personnage, j'ai envie de dire de la personnalité. C'est d'abord lui-même un avocat, il est homme politique, il a été arbitre de football. Et oui, ancien arbitre, absolument. Ancien arbitre de football, et il est maire de Gorée, il est actuellement aujourd'hui le premier vice-président de la CAF, donc c'est un dirigeant qui inspire confiance de par lui-même sa propre carrière. Maintenant, vous savez, il a su réunir autour de lui toutes les personnalités du football sénégalais. Et en plus, il a fait armer toutes ces personnes-là de patience. Je le disais tantôt, le Sénégal s'est caractérisé par la patience. Vous savez, depuis 1960, être régulier dans des compétitions, ne pas gagner, il faut s'armer de patience, il faut être résilient. Et il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi pour pouvoir se dire, on la gagnera un jour. Ils sont armés de patience, ils ont fait la formation en interne, former les entraîneurs. Si vous remarquez bien le Sénégal, depuis 1960, sur les 26 entraîneurs qu'ils ont eu pour l'équipe nationale, 17 Sénégalais. Ils sont focus sur la formation locale. Ils vont certes se former à l'extérieur, mais ils reviennent toujours faire la restitution en interne pour savoir comment est-ce qu'ils bénéficient de toutes ces formations qu'ils gagnent à l'extérieur. Le résultat est là aujourd'hui. En un an, ils gagnent toutes les compétitions. C'est normal. Alors pourtant, c'est vrai que sur le plan continental, le Sénégal ne brille pas forcément. Oui. Ah bah oui, que ce soit Ligue des champions africaine, Coupe de la Confédération, c'est vrai qu'on ne voit pas les clubs sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez des explications du président Senghor? Oui, c'est exactement, j'avais un peu introduit cela. Tout à l'heure, je disais que quand vous voyez les clubs sénégalais, ce n'est pas les meilleurs clubs de l'Afrique. Voilà, donc on a le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que ça marche dans les clubs, on va dire, au CHAN, par exemple? Parce que ce sont des joueurs du cru. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit, c'est dans le centre de formation que ça se passe. Mais les clubs eux-mêmes, vous prenez, je vais faire un parallèle pour faire simple, les clubs ivoiriens sont mieux cotés que les clubs sénégalais. Les joueurs sont peut-être mieux payés même, je veux dire, que certains joueurs sénégalais. En termes d'infrastructure, on n'est pas mal lotis que le Sénégal en termes d'infrastructure pour les clubs. Ça veut dire que quand vous regardez tout ça, c'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence véritablement, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer. Il y a cette union-là qu'il a su créer autour du football, autour du projet qu'il portait. Vous comprenez? Quand vous voyez aujourd'hui, tout le monde, toute obédience, parce qu'ils ont forcément fait des élections aussi. Donc, mais après ça, tout le monde s'est mis autour. Ils ont fait l'union pour aller de l'avant. Et puis il y a cette patience. Il a mis les gens au travail, il leur a donné le temps de mettre leur projet en exécution, et puis ça paye. C'est vrai, ça prend du temps, parce qu'il faut se rappeler que le Sénégal vient de loin, ça fait des années. Et puis là, aujourd'hui, ça paye. Donc c'est un travail qui date de longtemps. Et donc, il faut insister sur cela, parce que nous, on est encore, et là, je reviens encore chez nous, pour qu'on puisse passer un cap. Il faut qu'on arrête ces histoires de clans. Il faut qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on va toujours revenir encore dans les mêmes soucis. Alors, quand on se base sur les propos du président Senghor, est-ce que vous pensez que les lions de la Teranga peuvent rester au sommet encore longtemps?
Ils ont même dit que c'est la presse qui aime les appeler les lions de la Teranga. Eux, ils aiment plus s'appeler les lions, simplement. Oui, ils peuvent encore faire sensation. Vous savez, que, comme il a dit le président, quand on a mis du temps pour gagner une compétition, on ne veut pas la quitter tout de suite. Donc, ils viendront forcément en Côte d'Ivoire pour gagner et pour pérenniser, j'ai envie de dire, ce résultat-là. Et puis, ils en ont les moyens, ils ont les hommes, ils ont la confiance maintenant. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache, ils ont la confiance. Donc, ils viendront en Côte d'Ivoire en conquérant. C'est sûr qu'on ne voit pas le Sénégal en train de partir ici. Même s'ils ont fait un défaut de parcours, je ne peux le voir pas en dessous de la demi-finale. D'accord, très bien. Baboueri, je me tourne vers vous. Allez, petit cours de prononciation. Diamniadio. Niamniadio. Non, pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Décidément, il faudra après que je prenne des cours. Hein. On préfère dire Pourtant, je les aime bien. Ah ben voilà, vous avez tout compris. Il fait bien. Non. Il connaît. Allez, Diamniadio, eh bien, c'est le nom de cette nouvelle ville qui offre un joyau architectural, le stade Maître Abdoulaye Wade. Après 18 mois de construction, le stade est inauguré le 22 février 2022 en présence de plusieurs personnalités du football mondial, parmi lesquelles Gianni Infantino, le président de la FIFA. Prévu pour accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, eh bien, le stade Maître Abdoulaye Wade a ouvert exceptionnellement ses portes à NCI Sport dans un inside inédit. Bonjour NCI. Bienvenue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Suivez-nous pour la visite guidée. Là, nous sommes au niveau de la zone mixte du stade Abdoulaye Wade. Comme vous l'avez vu, c'est 2 compartiments, une couleur rouge et une couleur verte, juste pour expliquer donc les zones. Là, nous avons les vestiaires des équipes nationaux, donc c'est-à-dire l'équipe nationale A et les autres équipes nationaux comme les U23, les U20 et autres. Donc de ce côté-là aussi, nous avons des vestiaires pour les équipes hautes. Donc le stade est doté de 4 vestiaires. Donc de chaque côté. Donc nous avons aussi la zone pour les arbitres qui est de ce côté-ci. Et là, c'est la zone presse. Alors ici, nous sommes dans la zone presse. Cet ascenseur-là mène directement vers la tribune presse. Cette entrée-là permet aux journalistes de passer avec leurs accréditations presse. Et de l'autre côté, nous avons une salle de conférence de presse, une salle de travail presse et 4 studios TV. Donc ce tableau au niveau de l'accueil de la zone presse, sur ce tableau-là, on peut voir qu'il y a marqué « Bienvenue » dans plusieurs langues, pour ne pas dire dans toutes les langues. Vous cherchez Amitié, ça c'est chez nous. C'est pour... Ouais, Amitié. Amitié alors. Voilà. NCI Amitié. Ah voilà. Au Sénégal, on dit « Aksil ak Jam » ou « Dalal ak Jam ». Alors ici, nous sommes dans la salle de conférence de presse. Donc cet espace-là, c'est pour les journalistes, pour qu'ils mettent leur position de caméra. Donc cette salle comprend 244 places, mais peut prendre plus, donc c'est aménageable. Voilà. Donc nous avons également 4 boxes de traduction de ce côté-là. Et ici, donc, c'est... Donc cet espace-là, donc généralement, c'est pour le coach et le joueur choisi. Ouais, pour la conférence de presse. Toujours dans la zone presse, où il y a 4... studio TV. Donc comme vous l'avez vu, on peut faire des reportages. Nous sommes dans l'un des 4 studios TV dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc c'est la même configuration, hein. Les 4 sont configurés de la même manière. Merci. C'est bon? C'est bon. Donc maintenant nous allons faire la zone présidentielle, VIP on va dire. Bienvenue dans le hall de l'espace VIP. Là, tout ça, c'est dans la zone présidentielle, donc jusqu'au couloir. Maintenant, ici, nous avons le bureau du protocole du président de la République. Nous avons un bar et aussi toujours un bureau d'accueil d'orientation. Donc maintenant, tout à fait au fond, on a le bureau donc, du protocole du président. Et aussi, nous avons prévu des centres médicaux dans le stade. Nous avons 19 centres médicaux. Et dans la zone VIP, donc voici le centre médical. Donc c'est ici la loge présidentielle. Donc, la loge présidentielle. Oui, c'est ça.
Voilà, là nous sommes carrément au niveau de la loge présidentielle. Donc nous avons des toilettes publiques, nous avons aussi un bar et une table qui peut servir donc à toute chose. Donc on peut l'utiliser pour des réunions, des débriefs et autres. D'accord? Donc comme vous le voyez, maintenant, ça c'est l'espace présidentiel en tant que tel. Le président, il est là avec son invité si jamais il en a et les autres aussi peuvent se mettre ici. Nous avons pensé aussi à lui mettre une salle donc, de repos. Au cas où il est fatigué et tout, il pourra aller là-bas se reposer un tout petit peu. C'est tout juste derrière, mais c'est un peu confidentiel. Donc nous nous excusons donc, de ne pas pouvoir vous le montrer. Là, nous sommes au niveau donc, des chaises VIP. Donc, nous avons une capacité de 50 places au niveau de la loge présidentielle. Et nous avons aussi pensé à faire une loge annexe à la loge présidentielle. Parce que là où nous étions, c'est la loge présidentielle carrément. Mais de cette porte-là, on aura accès à l'annexe de la loge présidentielle. Donc voilà, nous sommes toujours au niveau donc, de la zone VIP. Donc, on est sorti de la loge présidentielle et présentement, nous sommes dans une des zones VIP. Il y a des loges. Les noms que vous voyez, c'est les régions et les départements du Sénégal. Donc, chaque loge porte un nom d'une région ou bien d'un département. Donc, ça fait, de ce côté-là, on en a 19 et de l'autre côté, on en a 21. Nous sommes dans l'espace VIP, donc le restaurant VIP plus précisément, donc, qui est entièrement équipé, comme vous pouvez le voir, qui peut accueillir plus de 2000 personnes. Donc, il est doté de 2 cuisines, donc de part et d'autre, et un bloc de toilettes. Donc, il a également une terrasse, ce qui permet aujourd'hui aux spectateurs, après avoir bien mangé, ils peuvent aller pour regarder leur match. Et le pourquoi on l'a fait, c'est au cas où le président ne vient pas, qu'on puisse fermer carrément cette loge, et puis l'autre loge pourra être utilisée par les ministres ou bien les autres autorités qui seront là, et ils auront toujours accès à ces chaises-là. Ils pourront suivre les matchs à travers les écrans ou bien carrément donc, au niveau de la pelouse. Donc, et même cet espace peut accueillir tout type d'événements. Comme vous l'avez vu, elle est modulable. Donc, on ne va pas seulement se dire que cet espace sera utilisé que lors des matchs, mais on peut recevoir des séminaires, des cocktails, des dîners de gala et même des mariages. Ah, d'accord. Ouais. Ah, super. Ouais. Le stade a une capacité d'accueil de 50 000 places. Voilà, donc là, ce sont des chaises en cuir. C'est ce qui fait un peu la différence avec les autres types de places. Donc là, ça montre que c'est un espace VIP. Donc il y a plus de 1000 places. Et là, c'est le 12e Gaïndé, c'est-à-dire les supporters du Sénégal. Parce que bon, les joueurs, c'est 11, donc la 12e personne, ce sera des supporters. C'est pour ça qu'on a voulu les appeler 12e Gaïndé. Donc là, nous sommes carrément au niveau donc, de la pelouse, qui est une pelouse hybride. Un mélange donc, de synthétique et de naturel. Et là, on a une vue carrément sur tout. Alors, il faut savoir que dès la phase projet, on commence déjà à réfléchir à la maintenance, donc pour voir ce qu'on met en place donc, durant toute la phase de construction, donc jusqu'à la phase d'exploitation. Donc nous, on a une gestion de maintenance donc préventive et curative, voilà, donc des infrastructures de manière générale. Donc on a des marchés qui sont rigoureusement sélectionnés sur la base d'une sélection d'un prestataire qui est qualifié, bien choisi. Donc on a ces différents domaines en fait, d'entretien. Donc on a l'entretien de la pelouse pour ce stade-là. On a tout ce qui est entretien et maintenance multitechnique, donc de l'ensemble des dispositifs qui sont dans les infrastructures là. On a des prestations de nettoiement, on a des prestations d'entretien d'espaces verts, on a également des prestations de sécurité, de gardiennage. Alors nous allons sortir par le tunnel des joueurs. Bon, pas mal, hein, ce stade, ce stade Maître Abdoulaye Wade. Alors, qu'est-ce que vous retenez, justement? Exceptionnel, c'est un stade, comme ils l'ont dit, ils l'ont baptisé, c'était un stade futuriste. Ouais. C'est un stade qui répond aux standards et aux normes internationales actuelles pour la Coupe du Monde. Vous voyez, 18 mois de construction, ça montre déjà la volonté politique.
Ça montre l'expertise, toute l'expertise qui a été mise dans cette construction-là. On n'a rien à dire sur ce stade-là. Vous avez vu des fauteuils en cuir en plein stade. Vous avez VIP. C'est pas sur tous les terrains, ça il faut le dire. Voilà, vous voyez un espace réservé à la présidence et tout ça. Quand on n'est pas là, c'est fermé d'ailleurs. Oui. Quand on n'est pas là, c'est fermé. Moi, je me suis assise dans le fauteuil du président. Voilà. J'espère que je n'aurai pas de problème après cela. Il n'y a vraiment rien à dire, il y a vraiment rien à dire. Et puis, à écouter vos deux interlocutrices, on sent qu'elles ont la maîtrise de l'environnement qu'elles dirigent, on dit ça comme ça. Vraiment, le Sénégal a fait fort avec ce joyau architecture. Et on a l'impression que tout a été pensé, rien n'a été oublié, n'est-ce pas? On dirait waouh, c'est comme ça qu'on dit, parce que simplement, et je l'ai dit, je le répète, il y a de la compétence, il y a de l'expertise dans ce qui est fait, vous comprenez. On sent très bien qu'ils savent où ils veulent aller, ils sont, vous l'avez dit, futuristes, c'est le mot. Et effectivement, tout est conçu, et pour faire un parallèle, on n'a pas besoin de fermer pour refaire. Voilà, c'est fait, c'est fait. C'est dit toute expertise, le sérieux qu'ils ont mis dans la construction de ce stade-là. Et puis, je suppose qu'ils ont pris les bonnes personnes pour construire le bon stade. Vous comprenez, ça évite un peu les défauts au départ, au milieu. Et puis, à la fin, on se retrouve à un stade aussi parfait, un stade où on a envie de dormir. Pourquoi pas? C'est vraiment formidable. Rien à dire. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, messieurs, mais il n'y a pas de piste d'athlétisme dans ce stade, contrairement au nôtre, contrairement au stade construit en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est clair, c'est un stade qui est dédié au football. Au football spécialement. Ils l'ont construit dans l'esprit de pouvoir recevoir des grandes compétitions dessus. C'est tout. Et il faut penser comme ça maintenant. C'est vrai qu'on peut avoir des pistes d'athlétisme, c'est bien. Mais ce n'est pas sur tous les terrains. Il faut avoir des terrains qui sont dédiés spécialement à la pratique du football, qui donnent envie de faire aussi du spectacle. Parce que là aussi, ils ont pensé spectacle dessus. Voilà, pas seulement le foot, il y a le spectacle aussi. Parce qu'elle a dit, on peut faire des réceptions dessus et tout ça. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi on est obligé de faire des stades avec des pistes? Je me suis toujours posé la question. On peut faire un stade qui est dédié qu'au football, et puis on peut en avoir d'autres à côté, où on peut faire de l'athlétisme, et puis bien d'autres choses. J'ai jamais compris pourquoi on est toujours obligé de faire des stades. Et vous voyez tous les stades qu'on a construits ici, il y a toujours des pistes à côté. Je me suis toujours posé la question. Je me dis, peut-être qu'on devrait penser à dédier un stade qu'au football, et puis ça va nous donner peut-être un stade aussi beau. Et pour information, justement, donc la piste d'athlétisme a plutôt été construite au niveau de la Dakar Arena, vous savez, de basketball, qui se trouve finalement juste en face. Il y a l'autoroute qui sépare les deux stades, le stade de foot et le stade de basket. Ouais. Le stadium de basket. Il faut saluer l'expertise qui a été mise en place. Franchement, ce stade a été conçu avec les moindres détails. Et puis même, vous voyez, dans la gestion, ils ont tout prévu, l'avant et l'après. Donc, compétition, c'est vraiment de l'expertise. C'est une fierté africaine. Il faut saluer le travail qui a été fait au Sénégal. Bon, ben, en tout cas, j'ai l'impression que vous avez besoin de reprendre un petit peu votre souffle, mon très cher Eric Babou. Donc, on va marquer une toute petite pause. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura le Thermopro, un spécial joueur sénégalais. Et puis, le Fascam. Ah bah oui, on ne vous a pas laissé comme ça sans vous interroger cette semaine. Et ce sera une question au sujet de Sadio Mané. À tout de suite. Et c'est déjà la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport spécial Sénégal. Oui, on a passé 5 belles journées du côté de Dakar pour vous ramener de très belles images et pour comprendre pourquoi le football sénégalais fonctionne aussi bien ces derniers temps. On espère en tout cas qu'on aura réussi à vous donner 2-3 éléments de réponse. Et toujours dans la lignée de notre émission spéciale Sénégal, on va passer aux performances des footballeurs sénégalais cette semaine. Fortune diverse pour les Lions. Armel Yao et Marco Seri font le point dans ce Thermopro. Pour cette émission spéciale Sénégal, NCI Sport consacre Thermopro aux performances des footballeurs sénégalais hors du continent. Rendons-nous maintenant en Turquie pour retrouver Mambiram Diouf. Sur la pelouse de Kassim Passa, l'attaquant sénégalais a permis à son équipe Konyaspor de s'imposer 2-1. C'est lui qui a inscrit le but de la victoire en toute fin de première période. Terminons ce Thermopro spécial Sénégal par l'Italie et la Syrie.
Bon, eh bien, on va pouvoir en parler quelques minutes. Hein. On a vu Boulaye Dia, tout feu, tout flamme. Au regard de sa saison, est-ce que vous pensez qu'il est capable de rééditer une belle performance comme celle de ce week-end lors de la prochaine journée? Roland? Je pense qu'il est dans une constance. Hein. Boulaye Dia a été connu depuis la France, où il a joué à Reims, au stade de Reims. Donc c'est un joueur qui est un bon attaquant. Un attaquant qui dégage l'énergie en attaque, qui marque des buts, qui est très bon. Donc en Italie, il fait une bonne saison. C'est clair qu'il va continuer sur sa lancée et il pourra apporter de bons résultats pour le Sénégal. Alors, il a été étincelant avec son club de Konya Sport. Mambi Performance va pouvoir l'aider à revenir en sélection puisque on marque que depuis 2019, il n'est plus appelé. Oui, je pense que s'il continue sur cette lancée-là, forcément, le sélectionneur qui ratisse l'âge en général, il ratisse l'âge, donc il aura un heure sur lui et puis pourquoi pas, il faut qu'il soit dans cette lancée-là parce que le Sénégal a quand même des joueurs en termes d'attaquants de grande qualité, mais malheureusement... Moi, personnellement, jusqu'à présent, je recherche le Bokandé. Je cherche le joueur qui va flamber autant que Bokandé. Pour le moment, on voit qu'ils ont des milieux offensifs qui sont très bons. Hein. Mané, Diouf, dont on a parlé, ce pas des véritables attaquants, véritables numéro 9. Moi, jusqu'à présent, je cherche ce véritable numéro 9 là, du côté du Sénégal qui va, on va retrouver cette capacité qu'on avait avec Bokandé. Voilà. Donc, pour le moment, je pense qu'il y a ce poste-là qui n'est pas véritablement encore pris du côté de la sélection sénégalaise. Pas encore pourvu. Oui, absolument. Je pense qu'il y a des joueurs plus ou moins de qualité, mais je cherche celui-là. Tu vas nous faire repenser au grand Bokandé. Voilà, je pense que cet attaquant-là, le Sénégal ne l'a pas encore. Comme nous, on l'a avec Haller, comme on l'a eu avec Didier Drogba. Ouais, voilà. ouais. Je pense que cet attaquant, ce buteur-là, on ne l'a pas encore du côté de Sénégal. Et en ce qui concerne donc Sadio Mané, plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il a retrouvé le chemin des buts, malgré une défaite de son équipe. Mais est-ce que ce but peut avoir un impact positif quand même sur son moral? Avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, vous pensez que ça peut le rebooster un petit peu ou pas? Oui, naturellement, parce que c'est un joueur d'abord. C'est un joueur, c'est vrai qu'il y a des problèmes des vestiaires qu'il faut aussi gérer de temps en temps. À autre. Mais comme l'a dit Diouf, ce n'est pas un joueur qui a un tempérament assez, je dirais, fougueux, belliqueux, il n'est pas violent. Donc, normalement, il est là pour faire son travail. Voilà, son travail, c'est de jouer au foot. Et quand il marque ce genre de but-là, ça lui donne forcément, voilà, un petit regain de confiance et puis une tranquillité. Ouais, moi, je ne suis pas trop surpris, parce que les joueurs qui ont en général ce tempérament un peu plus calme, un peu plus posé, quand ils pètent les plombs, souvent, ça se passe comme ça. Rappelez-vous Zidane, voilà, c'est des joueurs qui ne font pas de bruit, ils sont très discrets. En général, ils gardent beaucoup et quand ils pètent les plombs, et puis souvent, c'est à juste titre. On saura vraiment pourquoi Mané a pété les plombs, mais je pense qu'il n'a pas fait pour rien. Voilà, un tel joueur, quelqu'un qui a un tempérament aussi calme et doux, je pense que s'il a pété les plombs, il doit avoir forcément une bonne raison. Mais je pense que tout ça, c'est vraiment médiatique. Mais je pense que le garçon, il est assez mature, il aura le temps de se poser et puis tranquillement, il va reprendre son destin en main. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a d'énormes qualités et puis c'est le meilleur joueur africain. Alors, malgré ce but, ce week-end, c'est vrai que le rendement de Sadio Mané suscite quand même quelques interrogations et on a tenu à vous poser cette question. Pensez-vous que Sadio Mané est sur le déclin? Eh bien, voici les meilleures des vidéos que vous nous avez fait parvenir, des nombreuses vidéos et on vous en remercie. Elles ont été réceptionnées par Marco Seri. Eh bien, on y va pour Facecam. Moi, je trouve que Sadio Mané est un joueur qui revient de blessure et pas n'importe quelle blessure parce que je pense que c'est la plus longue indisponibilité de Sadio Mané tout au long de sa carrière. Après aussi, il faut savoir que cette blessure intervient au mauvais moment. Ça l'a empêché de disputer la Coupe du Monde. Donc, physiquement et mentalement, Sadio Mané a pris un gros coup. Maintenant, après, je trouve que ses coéquipiers au Bayern ne l'ont pas beaucoup aidé pour cette phase de retour sur les pelouses. Ils n'ont pas été trop solidaires avec lui. Ce n'est pas la solidarité qu'il avait l'habitude de voir à Liverpool. Heureusement pour lui qu'il a pris les bons côtés de la situation et que là actuellement il est en train de revenir. Il a marqué je pense 2 buts et c'est un bon déclic pour lui pour montrer qu'il n'est pas en déclin, mais c'est surtout Sadio Mané qui revient de blessure et qui a envie de retrouver sa compétition, de retrouver son niveau comme avant. À mon humble avis, ce n'est pas le cas. Sadio Mané est sorti d'une blessure et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Maintenant, il est en train de se refaire. On l'a vu récemment lors de son match. Il a créé un penalty, mais également la fois passée, il a marqué un but. Donc, c'est normal, c'est un champion, il va revenir vite fait. Il a le moral et c'est actuellement ce qui lui attend là-bas au Bayern. Donc, ce n'est pas le déclin. Il va revenir vite fait
et va continuer de faire son job comme d'habitude. Bon, pour Sadio Mané, je pense que tout le monde sait qu'actuellement il a des problèmes à bien, mais c'est un grand joueur. Nous sommes convaincus qu'il va ressortir dedans, forcément, parce que c'est un professionnel. C'est un joueur qui vient d'arriver au Bayern. Au Liverpool, depuis avant Liverpool, les performances qu'il a montrées, je crois qu'au Bayern, c'est le début, mais avec le temps, il va s'adapter. Je pense qu'on doit être patient avec lui et créer un environnement qui pourra créer ce déclic et ce boost psychologique qui le permettra de surmonter ces obstacles, parce que c'est difficile quand tu as une personne qui a beaucoup de talent et que tu as mis la barre très haute après une blessure, tu as envie de retrouver cette sensation. Et cette sensation, pour le retrouver, ça demande du temps. Donc soyons patients avec Sadio Mané. Et Inch'Allah Rabi, il va revenir à son niveau d'antan. Et il a même claqué un but ce week-end. Alors faisons-le confiance et continuons à l'encourager. On trouve que c'est dès maintenant de quitter dans le championnat allemand. Parce qu'au moment qu'il était en Angleterre, ça allait. Mais depuis son départ, il est arrivé en Allemagne. On trouve que son ballon qu'il jouait là-bas, là, c'est pas trop ça. Donc c'est dès maintenant, quand il y a un bon club, il va se remettre là-bas. Le joueur revient d'une blessure et il a besoin de temps pour revenir au meilleur niveau de son jeu. Donc malheureusement, les gens sont impatients de le revoir comme il était à Liverpool, comme il était à ses débuts de saison avec le Bayern. Malheureusement, même le joueur lui-même est un peu impatient pour être au top niveau de sa forme. Mais il revient d'une blessure, il a besoin de temps, il a besoin de travail, il a besoin de confiance pour revenir, je veux dire, à son meilleur niveau. Alors messieurs, bah oui, vous évidemment, je vais vous poser la même question. Est-ce que vous pensez que Sadio Mané est sur le déclin? Bah oui, Eric. Non, absolument pas du tout. Il est très loin d'être sur la voie du déclin, Sadio Mané. C'est un passage difficile. Mais je pense que le garçon a le mental nécessaire pour reprendre le dessus. J'ai vraiment pas d'inquiétude. Je pense que ce garçon-là, il a encore beaucoup de choses à nous montrer. Et vous, Roland? Pas du tout, pas sur le déclin. C'est juste un changement d'environnement, blessure après, et puis bon, avec tous ces petits débois qu'il connaît actuellement, mais c'est un grand joueur. Pas sur le déclin, Sadio va rebondir très bientôt. Et oui, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Sadio Mané. Et on l'attend pour la prochaine CAN qui se jouera bien évidemment ici en Côte d'Ivoire. Et bien voilà, ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Sport spécial Sénégal. On ne saurait terminer ce numéro sans adresser quelques remerciements. Merci au Sénégal, merci à toutes ces personnes qui nous ont ouvert leurs portes. On pense bien évidemment au président de la Fédération sénégalaise de football, à El Hadji Diouf aussi, aux dirigeants de l'Académie Génération Foot. Mention spéciale à Madame Evelyne Faye qui a été d'un apport incommensurable. Et puis, bien évidemment, au directeur général de NCI, Monsieur Ange Guéhi, qui nous a permis d'effectuer ce déplacement à Seo. Voilà, merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite de passer une excellente soirée, puis on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de NCI Sport, et ce sera bien évidemment à partir de 20h30. Excellente soirée à tous. Bye bye. Ça veut dire quoi?